BBC Matin, la nouvelle envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, est arrivée hier soir à Kinshasa en RDC. C'est la première étape de sa tournée d'une semaine dans la région. L'ancienne présidente de l'Irlande se rend pour la première fois dans la région en tant qu'envoyée spéciale. Elle va rencontrer le président congolais aujourd'hui. Au programme des discussions, l'implantation de l'accord cadre de paix et de coopération rédigé par l'ONU et signé à Addis Abeba par tous les pays de la région des Grands Lacs. Les explications de notre correspondante à Kinshasa, Maud Julien. En tant qu'envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson a pour mission de superviser la mise en œuvre d'un accord rédigé par l'ONU et signé en février par 11 pays de la région des Grands Lacs. Ils se sont notamment engagés à ne pas soutenir de groupes armés dans l'est de la RDC. Le Rwanda et l'Ouganda ont été accusés par des rapports de l'ONU de soutenir le M23, le groupe rebelle le plus lourdement armé du Nord Kivu, tandis que le Congo est accusé par Kigali de soutenir les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe armé basé dans la même région. La RDC s'est aussi engagée à réformer ses institutions et en particulier son secteur sécuritaire. Mary Robinson rencontrera aujourd'hui le président congolais Joseph Kabila et le ministre des Affaires étrangères. Ils devraient parler notamment des modalités de mise en œuvre de ces réformes. Mardi, elle rencontrera les autorités locales de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, qui a été prise pendant plusieurs semaines par les rebelles du M23 en novembre dernier, avant de se rendre au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. L'envoyé spécial visite la région des Grands Lacs au moment où une brigade de l'ONU, au mandat plus offensif que le reste des casques bleus, est sur le point d'être déployée dans l'est de la RDC. À Kinshasa, Maud Julien pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et le chef de la rébellion du M23 a mis en cause la responsabilité du gouvernement congolais dans l'échec des pourparlers de paix qui se tiennent en Ouganda voisin. Ces discussions font suite à un accord des dirigeants de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour aider à mettre fin à la violence dans l'est de la RDC. Bertrand Bismoua, le chef des rebelles du M23, a déploré à la voix de l'Amérique que le gouvernement de Kinshasa ne soit pas sur le terrain à Kampala. Leurs représentants sont retournés à Kinshasa et nous ne savons pas pourquoi, a dit le chef rebelle. Il affirme que les membres de son mouvement sont frustrés par le manque d'engagement au pourparlers du gouvernement de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On ne semble pas s'accorder entre le HCR et le gouvernement congolais sur le nombre de réfugiés rwandais vivant en RDC. Le gouvernement congolais évalue à environ 127 000 le nombre de Rwandais se trouvant sur son sol, tandis que le HCR les estime à plus de 49 000. Le Rwanda, pour sa part, voudrait que d'ici le 30 juin, ces réfugiés perdent leur statut conformément à la Convention de Genève. La RDC a refusé de signer la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais en RDC le 18 avril dernier à Pretoria. Depuis Goma, le point avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. La grande majorité des réfugiés rwandais se trouvent dans des zones inaccessibles. On a eu même la coopération de certains chefs traditionnels, des chefs coutumiers, pour essayer d'avoir le nombre de ces gens, mais on n'a pas pu. Donc aujourd'hui, ce sont des estimations. C'est dit, bon an, mal an, peut-être le chiffre se situe à environ 47 000, 50 000. C'est sur ces chiffres que nous travaillons. Ces propos sont de M. Kouassi Etienne, chef de bureau de la sous-délégation du HCR à Goma. Ce tâtonnement sur le nombre de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo est à la base du refus du gouvernement congolais de signer la clause de cessation du statut des réfugiés récemment à Pretoria. Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu. Le préalable pour le gouvernement serait d'abord de réorganiser tous les réfugiés rwandais qui sont présents sur le sol congolais, de les organiser en camps, de les identifier, de les enregistrer, de manière à obtenir maintenant ce qu'on appelle l'intention de retour. Ce n'est à ce moment-là qu'on peut examiner la possibilité de signer avec le Rwanda cette clause de cessation du statut de réfugié. Le gouvernement congolais a le plein droit de refuser de signer la clause de cessation des statuts des réfugiés, mais à condition de dire quel sera le sort de ces Rwandais qui vivent sur le sol congolais. Kouassi Etienne. Le HCR n'a pas vocation à demander aux gens de rester ici. Le HCR n'a pas vocation à pousser les gens à repartir au Rwanda. Comme je l'ai dit et je le répète encore, fondamentalement, il faut un dialogue entre les deux pays. Mais ce gouvernement aussi doit pouvoir aujourd'hui dire ce qu'il compte faire ou le statut qu'il compte réserver à ces gens au-delà du 30 juin.
Sur terrain, le HCR s'affronte à une intoxication selon laquelle il aurait attribué la nationalité congolaise à tous ces réfugiés rwandais. Faux et archi-faux indique Kouassi Etienne. Cela n'est pas d'ailleurs dans les prérogatives du HCR. Pour bien clôturer ce dossier, le gouvernement congolais exige une rencontre tripartite. Richard Mouyez Manguez, ministre congolais de l'Intérieur. La République démocratique du Congo propose l'organisation en urgence d'une réunion tripartite RDC, Rwanda, HCR. La réalisation avec l'appui de la communauté internationale de l'enregistrement de tous les réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo dans les zones accessibles et d'accès difficile, en vue de permettre à tous les réfugiés rwandais ayant opté pour les rapatriements de rentrer dans la sécurité et la dignité dans leur pays d'origine. La majorité de ces réfugiés rwandais se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo. Le contexte sécuritaire dans cette partie du pays n'a jamais permis de les cantonner dans les camps des réfugiés. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La vie politique en République démocratique du Congo. Oui, le président Joseph Kabila a promulgué une loi réformant la commission électorale qui avait été très critiquée pour sa gestion des élections de fin 2011. La nouvelle loi crée notamment une assemblée plénière de la CENI qui fait office en somme d'organe de conception, d'orientation et de contrôle de la commission. Elle fait de la société civile l'une des composantes de la commission aux côtés de la majorité et de l'opposition et fixe à 30% le taux de représentativité des femmes. Le Congo et l'Italie. Quel rapport, me direz-vous? Eh bien, il y en a un. Je veux parler d'une femme, un nouveau visage, le visage de la diversité au sein du nouveau gouvernement. Elle est d'origine congolaise, elle a 49 ans, la première femme noire de l'histoire de l'Italie à accéder au rang de ministre. Elle était déjà la première femme d'origine africaine à siéger au Parlement. Cécile Kouyengue Kachetou est en charge de l'intégration. Son portrait, Boniface Vignon. Il y a 30 ans que Cécile Kouyengue Kachetou vit en Italie, venue pour faire des études d'ophtalmologie. Mais une fois son diplôme en poche, elle déchante. Elle ne peut pas exercer comme elle entend, n'ayant pas la nationalité italienne. Pourtant, elle est mariée à un Italien avec lequel elle a fondé une famille. Mais dans ce pays, la nationalité s'obtient par le droit du sang. Désireuse de faire bouger les choses, elle se lance alors en politique, mettant son expérience d'immigré au service de son action et devient députée. Aujourd'hui, en charge de l'intégration, la jeune ministre veut remplacer le droit du sang par un droit du sol. Un enfant, fils d'immigrés, qui est né ici et se forme ici, doit être un citoyen italien, avait-elle martelé durant sa campagne pour les législatives. Consciente des réalités d'un pays où l'immigration reste un sujet sensible, la ministre assure s'attendre à des résistances. D'ailleurs, avant sa nomination, elle était en train de préparer un dossier sur le racisme institutionnel en Italie. Pour cette femme qui milite aussi pour l'abrogation du délit d'immigration clandestine et qui souhaite rendre le marché du travail plus accessible aux étrangers, son entrée au gouvernement, elle la considère comme un pas décisif pour changer concrètement l'Italie. Je vous le disais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, avec la nouvelle configuration de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le président Joseph Kabila a promulgué ce dimanche la loi portant sur la constitution de la Commission électorale, ce qui suscite de vives réactions au sein de l'opposition et de la société civile. Ces organisations ont fait part de leur insatisfaction, Tété Yacintus. La CENI, qui sera chargée de l'organisation des prochaines élections en RDC, sera, selon la nouvelle loi, constituée de membres de la société civile et de représentants des provinces. Dans l'ancienne configuration, la CENI était entièrement composée de membres de la société civile. Pour les opposants au régime de Joseph Kabila, cette nouvelle loi n'a aucune légitimité parce qu'étant produite par des institutions illégitimes. Albert Moleka, porte-parole de l'UDPS, le parti de l'opposant Étienne Tshisekedi. Nous parlons d'un Sénat qui est hors mandat, d'une Assemblée nationale dont l'élection des participants est sujette à caution. Toute initiative qui est basée sur une structure ou une institution qui sort d'une fraude, même l'initiative elle-même est déjà corrompue d'office et nous remarquons que de plus en plus, même des acteurs au sein des institutions font le constat qu'au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale plus spécifiquement, certains se posent même la question sur la légalité de certaines lois qui ont été votées.
La société civile, elle, se dit satisfaite de la démission de l'ancienne CENI, mais émet des réserves sur la constitution de la nouvelle équipe. Christopher Ngoyi Mutamba, président de la coordination de Synergie Congo Culturel et Développement. Nous sommes satisfaits d'une chose. L'ancien bureau est parti avec M. Ngoyi Mulunda. Compte tenu du travail mal fait, il ne pouvait plus continuer à gérer cette institution. Mais de deux, nous aurions souhaité que nous puissions contrôler toute la CENI. Nous allons continuer à militer, à manifester notre intérêt et nous allons aller jusqu'au bout. Pour Christopher Ngoyi Mutamba, le gouvernement a profité d'une mauvaise organisation de la société civile pour intégrer des politiciens au sein de la CENI. Il y a eu un désordre au niveau de la société civile. Il y a des personnes ou des organisations, pendant que le peuple avait signé la pétition, dans l'entendement du peuple, il fallait dépolitiser la CENI. Mais il y a eu des acteurs qui pensaient qu'il fallait que les acteurs politiques soient également retenus. C'est tout ce cafouillage-là dont le président a profité pour promulguer cette loi. Nous avons comme l'impression que le président a fait un passage en force. Pour l'heure, l'Église catholique et plusieurs organisations de la société civile restent sur leur position pour que la CENI reste une organisation purement apolitique dont les membres peuvent être proposés par les partis politiques. J'ajoute concernant la République démocratique du Congo que commence aujourd'hui la tournée d'une semaine de l'envoyé spécial des Nations Unies dans ce pays. Il s'agit de Mary Robinson. C'est une première en Italie au lendemain de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement. La nomination des ministres d'origine congolaise réjouit surtout les associations d'immigrés car pour les Italiens, il s'agit en fait d'une opération de communication destinée à leur oublier la création d'un gouvernement issu, à leur faire oublier la création d'un gouvernement issu d'un mariage entre partis politiques ennemis, donc a priori peu viable. Une correspondance d'Ariel Dumont. Une Africaine dans les institutions, les Italiens n'avaient jamais vu cela. La nomination de Cécile Kyenge, une Italienne d'origine congolaise au ministère de l'Intégration, est donc un fait important. Âgée de 47 ans, ce médecin spécialisé en ophtalmologie a commencé sa carrière politique chez les démocrates en 2004. Depuis, Cécile Kyenge a enchaîné les rôles. D'abord à titre de conseiller municipal à Modène dans le nord de la péninsule, puis comme responsable provincial du Forum de la Commission des politiques et de la protection sociale, toujours au Parti démocrate. Mais reste que sa nomination représente pour certains une sorte de miroir aux alouettes. Pour créer le ministère de l'Intégration, le nouveau président du Conseil, Enrico Letta, a en fait tout simplement démantelé le ministère de la Coopération internationale. Les ressources financières destinées à la coopération seront désormais placées sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. Du coup, l'intégration risque d'avoir très peu de ressources. Mais pour le moment, cela n'a pas grande importance. Les associations d'immigrés estimant que la création d'un ministère de l'intégration facilitera l'insertion des étrangers dans la société italienne. Alors du côté des Italiens, on estime que la nomination de Cécile Kyenge fait partie de ce qu'ils appellent un miroir aux alouettes. Dégoûtés par la classe politique qu'ils accusent d'incapacité, notamment en matière de redressement face à une crise économique sans précédent, ils ont accueilli la formation d'un gouvernement d'unité nationale avec beaucoup de méfiance. La naissance, disent-ils, d'un exécutif issu d'un mariage forcé entre partis politiques ennemis est une opération a priori vouée à l'échec. Ariel Dumont à Rome pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, Mary Robinson, l'envoyée spéciale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, est arrivée dimanche dans la soirée à Kinshasa où elle entame une tournée régionale consacrée à la mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba sur la paix dans l'est de la RDC. Par cet accord, 11 pays africains se sont engagés à soutenir les efforts pour la pacification de cette partie du continent en proie aux groupes armés depuis environ 2 décennies. Le point de cette visite avec Michel Kifinga de Radio Okapi. L'ancienne présidente irlandaise se rendra dès ce lundi, notamment en RDC et au Rwanda. Nommée le 18 mars envoyée spéciale pour soutenir l'application de l'accord cadre signé à Addis Abeba, Mary Robinson vient pour entamer des discussions avec les responsables du pays signataire de cet accord du 24 février destiné à ramener la paix dans l'est de la RDC en proie à l'instabilité depuis 2 décennies, selon un communiqué. En RDC, Mary Robinson rencontrera ce lundi le président Joseph Kabila, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, des hauts responsables de la MONUSCO
ainsi que des représentants de la société civile et de la communauté internationale. Le mardi 30 mars, l'ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se rendra à Goma dans le Nord Kivu, région où sera déployée la force d'intervention de l'ONU avec mission de neutraliser les forces négatives dans le M23. C'était Michel Kifinga de Radio Okapi sur l'arrivée de Mary Robinson en RDC. Voilà la fin. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Partie de sa coalition. Des organisations de la société civile de République démocratique du Congo ont déclaré qu'elles n'étaient pas satisfaites de la composition de la future commission électorale nationale congolaise. Sur les 13 membres qui la composeront, 3 viendront de la société civile contre 6 à la mouvance présidentielle et 4 à l'opposition. Des membres de Libreville. En République démocratique du Congo, des représentants de la société civile se disent déçus de leur représentation qu'ils jugent faible au sein de la prochaine commission électorale nationale indépendante. L'importante réforme de cette commission a été promulguée par le chef de l'État congolais Joseph Kabila. La CENI, qui avait été critiquée lors des dernières élections, doit désormais compter 13 membres, 6 de la majorité présidentielle, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Jonas Tiombela est le président de la nouvelle société civile au Congo. Nous sommes extrêmement même déçus de la manière dont la composition est donnée actuellement. Le préambule de cette loi dit ceci, une forte représentation de la société civile. Et lorsqu'on observe en termes de chiffres, une forte représentation d'après les législateurs congolais, ça veut dire 3 personnes sur les 13 qu'ils ont pu représenter. Il y a le problème de gouvernance électorale qui se pose. Regardez au niveau de ces 2 organes, le président de la CENI est à la fois président du bureau et aussi président de la plénière. Or, la plénière a une mission de contrôle de la CENI. Comment peut-il être à la fois juge et parti? Ça ne relève pas de la bonne gouvernance. Il va se rendre compte lui-même et se contrôler lui-même. La loi seule ne peut pas toujours tout résoudre. Il y a d'autres institutions et d'autres défis qu'il faut relever pour peut-être corriger ces failles. De votre point de vue, par quelle autre institution ou par quel autre mode on peut passer pour régler ces failles dont vous parlez? Dans ces conditions-là, d'abord, il y a la loi électorale qui doit être corrigée pour l'adapter à ce nouveau environnement. Il y a les juges électoraux qui seront appelés à se prononcer sur les contentieux qui n'existent presque pas. Ils sont en nombre insuffisant qu'il faut former. Il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, du reste, n'a pas aussi une bonne mission dans le passé qu'il faut recadrer. Il y a la Cour constitutionnelle qu'il faut encore mettre sur pied. Mais aussi, la dernière décision reviendra aux décideurs qui vont désigner les animateurs. Jonas Tiombela de la nouvelle société civile en RDC répondait à Claude Folly. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, est à Goma, dans la province du Nord Kivu. Elle est en tournée d'1 semaine pour effectuer un suivi de l'accord cadre signé en février entre 11 États africains permettant une pacification dans l'est du pays. Plus de détails avec nous, Tété Yacintos. Après avoir rencontré hier à Kinshasa le président Joseph Kabila et des membres de son gouvernement, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile, Mary Robinson a rencontré ce matin à Goma le gouverneur du Nord Kivu, une des régions les plus touchées par les affrontements armés en RDC. Elle prévoit faire un travail approfondi en écoutant toutes les parties concernées par le projet de paix et de stabilisation dans la région. Alors, je suis ici pour écouter. J'étais très content d'avoir un accueil très chaleureux du gouverneur et des renseignements valables. J'ai un agenda assez chargé et il faut que j'écoute les autorités de l'ONU, de MONUSCO, mais aussi j'ai une rencontre avec la société civile. À la fin de la visite aujourd'hui, peut-être je peux dire encore des mots. Pour l'envoyé spécial de l'ONU, il faut la participation de tous les acteurs sans exception pour que, contrairement aux accords précédents, celui d'Addis Abeba dont elle effectue le suivi soit à coup sûr un succès. Je ne porte pas la solution seule moi-même. Il faut que nous travaillions ensemble, tous les partenaires, les gouvernements naturellement. Je crois que la société civile a un rôle à jouer. L'accord cadre, je nomme maintenant l'accord d'espoir, parce qu'il y avait des accords dans le passé qui n'ont pas marché, qui n'avaient pas réussi. Alors cette fois, il faut que ça change. Et je sais que j'ai une tâche comme envoyé spécial, mais
Je compte sur tous les partenaires, tous les gouvernements, et je serai très franche, très directe, parce que j'ai aucune autre agenda que le succès de cet accord cadre. Pour le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, le rang de Mary Robinson est un avantage pour le traitement de la question de stabilisation de l'Est de la RDC. J'estime que le fait d'avoir désigné un ancien président de la République, cela est un élément important parce que lorsqu'elle va rencontrer d'autres chefs d'État, je crois qu'on traitera d'égal en égal. Après le Nord Kivu, Mary Robinson se rendra au Rwanda, en Ouganda, au Burundi et en Afrique du Sud avant d'achever sa mission au siège de l'Union africaine en Éthiopie, où l'accord cadre a été signé le 24 février dernier. Merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Suite de la visite de Mary Robinson en République démocratique du Congo, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs s'est rendu hier à Goma et Mme Robinson poursuit sa tournée ce mercredi au Rwanda avant de se rendre en Ouganda puis au Burundi. Une visite pour soutenir, je cite, l'accord de l'espoir selon elle, signé le 24 février dernier à Addis Abeba. Pendant ce temps, à Kinshasa, toute la classe politique y va de son commentaire après la promulgation de la loi modifiant la commission électorale. Selon le nouveau texte signé par le président Kabila, la structure de la CENI est modifiée. Outre le bureau, il crée une assemblée plénière qui fait office d'organe de conception, d'orientation et de contrôle du bureau. La société civile fait également son entrée à la CENI. Des changements pourtant insuffisants selon l'UDPS. Albert Moleka est le porte-parole d'Étienne Tshisekedi. Le texte en soi n'est pas une garantie d'élection crédible et transparente. Je crois qu'il faut se remettre dans l'environnement que nous avions vécu lors des élections de 2011 et de leur préparation. Le problème de fond est un problème de système politique. Nous avons affaire à un régime qui ne recule ni devant la corruption, ni devant les intimidations pour faire valoir ses envies. Et dans ce cadre-là, je ne vois pas en quoi cette loi garantit l'organisation d'élections crédibles au Congo. Au niveau de l'UDPS, nous considérons qu'il faut s'attaquer d'abord au problème de fond. Le problème de fond, c'est le problème de leadership dans ce pays, un leadership qui a un grand besoin d'être corrigé et aussi un signal fort vis-à-vis de la population que son vote et l'expression de sa voix lors des élections de 2011 a été respecté. Est-ce que l'UDPS entend participer aux prochaines élections locales ? Bon, tout d'abord, nous doutons très fort de voir des élections locales être organisées par ce régime. Vous savez que les élections locales du cycle de 2006 n'ont jamais été organisées et la position de l'UDPS actuellement, qui a été affirmée à plusieurs reprises et d'une manière très claire, c'est qu'il est hors de question de participer à des élections organisées par le régime en place. Albert Moleka, joint à Kinshasa. Sur notre site internet. Charles Kasereka, 100 citoyens journalistes ville de Goma dans la province Nord Kivu. Les journalistes Blaise Baïcha, directeur de la radio Sauti à Rutshuru, émettant dans la cité de Rutshuru, a été interpellé par les services de renseignement militaires depuis 13 jours et détenu dans un cachot de TD ici à Goma. Ce journaliste est accusé d'espionnage par les autorités de Goma. Selon l'accusé, il a fui Rutshuru parce qu'il était menacé par la rébellion d'IM23 du fait qu'il ne diffusait pas les informations selon que ces mouvements rebelles le voulaient. Et l'association des journalistes en danger GED condamne cet acte et continue toujours à faire des démarches pour sa libération. Narval Mabila à Lubumbashi et les syndicats des enseignants de l'université de Lubumbashi à Kazul ont lancé un mouvement de grève qui a été respecté à 80% selon les professeurs Kapetenga, où ils réclament une partie de leur salaire qui était retenu pour l'achat véhicule. Selon la Kazul, le retenu sur salaire pour achat véhicule avait pris fin depuis le mois de décembre et fait savoir que Kinshasa a confirmé les paiements de la totalité du salaire qui environne les $2000 depuis le mois de février dans l'ensemble des universités du pays, ce qui n'a pas été le cas pour l'université de Lubumbashi. Au rectorat de l'université de Lubumbashi, il respecte le droit des enseignants d'aller en grève, mais le constat fait est que le mot d'ordre lancé n'a pas été respecté, car les cours ont été dispensés normalement dans toutes les facultés. Du berger à la bergère, la Kazul répond que les cours n'ont été dispensés que par les chefs des travaux et les assistants qui sont d'un autre syndicat, la psycho, et pas le professeur membre du comité de gestion. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Je le disais en titre, les autorités rwandaises ont invité hier matin la presse locale et internationale ainsi que de nombreux représentants du corps diplomatique dans le camp d'internement dans l'est du pays dans lequel sont confinés les mutins du M23. Conférence de presse qui avait pour but de jouer en somme la transparence sur le sort des rebelles du M23 qui ont fui au Rwanda mi-mars à la suite des combats contre une faction rivale et surtout faire taire les rumeurs sur le renvoi d'une partie de ces mutins au Congo. Pour mémoire, rappelons que ce sont 682 rebelles, selon les chiffres officiels du Rwanda, loyaux à l'ancien chef politique du M23, Jean-Marie Runiga, qui ont traversé la frontière en mars dernier, donc après avoir été mis en déroute par la faction des pro-Makenga. Selon les autorités, ils ont été accueillis au Rwanda pour des raisons humanitaires avant d'être désarmés. De plus, ils ont entrepris des démarches pour être démobilisés. Stéphanie Aglietti, vous êtes sur place, vous vous êtes rendu dans ce camp. Parmi les rebelles présents dans le camp, Jean-Marie Runiga, l'ancien chef politique du M23. Il a affirmé que la récente reddition à la CPI de Bosco Ntaganda, chef rebelle que sa faction était réputée soutenir, était une bonne chose. Il a également estimé que la brigade d'intervention de l'ONU, qui doit bientôt être déployée dans l'est de la RDC, ne résoudra pas tous les problèmes de son pays. Il a également fait une demande. Nous demandons la levée des sanctions prises par le Conseil de sécurité contre certains membres du M23 aujourd'hui qui sont ici et qui ont décidé de pouvoir renoncer au mouvement rebelle dans le M23. Parmi les concernés, Jean-Marie Runiga lui-même et Baudouin Garouillet, un des anciens chefs militaires de la rébellion. Alors que certaines voix avaient ces derniers temps affirmé qu'une partie de ces rebelles avait été renvoyée en RDC, Séraphine Mukantabana, la ministre rwandaise en charge des réfugiés, a été catégorique. Ce ne sont que des pures inventions, car, comme vous l'avez remarqué vous-même, ils sont tous là. Et je peux vous rassurer que le Rwanda n'a et n'aura jamais, n'a même jamais eu l'intention de déstabiliser la sécurité de la région et encore moins de ses voisins. Elle a également demandé à la communauté internationale de soutenir le Rwanda dans la prise en charge de ces rebelles. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sur la RDC où l'on attend avec impatience le déploiement complet, d'ici la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, des 3000 soldats de la brigade d'intervention de la mission de l'ONU, la MONUSCO. Le général tanzanien qui assurera le commandement de cette force spéciale est déjà sur le terrain à Goma, la capitale du Nord Kivu, en compagnie de quelques assistants. Pour Goyon Milemba, porte-parole d'un groupe de la société civile à Goma, c'est une bonne nouvelle. L'arrivée de la brigade ici dans la province Nord Kivu est une bonne nouvelle pour la population. Pour la première fois, on sent qu'il y a espoir de respirer un peu les lendemains meilleurs. Avec un effectif de 16 à 17 000 hommes, la MONUSCO n'a pas pu endiguer la violence dans l'Est congolais pendant les 8 dernières années. Donc, que peuvent faire 3000 soldats? Jason Stearns, un ancien fonctionnaire de l'ONU en RDC, croit que la brigade sera une force différente. They will bring with them additional weapons. They will have, for example, additional attack helicopters. L'expert souligne le fait que ces troupes auront des armes supplémentaires, par exemple des hélicoptères d'attaque, mais aussi un nouveau mandat, un mandat très agressif. Il dit que c'est presque un mandat historique pour ce genre de conflit, permettant la poursuite des groupes armés dans l'est de la RDC. Néanmoins, fait remarquer le chef intérimaire de la MONUSCO dans le Nord Kivu, il s'agira en tout premier lieu de protéger les populations civiles. Écoutons Alex Keval. These troops are spread out on the ground in 36 or 37 different camps. Les troupes de la MONUSCO, dit Keval, sont éparpillées dans 36 ou 37 camps différents. Leur mission, c'est de protéger les civils, pas d'attaquer les groupes armés. La brigade, par contre, sera concentrée en 2 endroits uniquement. Ces soldats seront très mobiles et leur mission sera de chercher à persuader les rebelles de déposer leurs armes. Ils ne sont pas en RDC pour faire la guerre, mais pour neutraliser et désarmer les groupes armés. Si cela peut se faire sans tirer un coup de feu, tout le monde sera content, mais nos soldats peuvent tirer si nécessaire, a dit Alex Keval. Un autre avantage de cette nouvelle force, ajoute l'analyste Jason Stearns, c'est la nationalité de ces éléments. Tanzaniens et Sud-Africains, surtout, ont des liens avec les pays de la région des Grands Lacs, donc toute attaque des rebelles contre la brigade aurait des retombées immédiates, dit-il. Cependant, en dépit de l'accueil réservé à la brigade d'intervention, son succès est déjà mis en doute par plusieurs secteurs en RDC. Comme le dit l'activiste Goyon Milemba,
Il ne faut pas s'attendre à la pacification de l'Est rien qu'avec ces 3000 hommes. Cette mission peut être possible que s'il y a un bon accompagnement de la part des acteurs congolais. Cette force en elle seule ne peut rien faire franchement. D'autres Congolais se demandent si les groupes armés, le M23 par exemple, ne prendront pas pour cible les éléments épars de la MONUSCO, plus vulnérables que la brigade spéciale. Le chef intérimaire de la mission, Alex Keval, rassure. Non. Toutes les opérations de la MONUSCO seront examinées de très près avant d'être lancées. Toutes les précautions seront prises. Ne me demandez pas d'aller dans les détails des opérations militaires, ça je ne ferai pas. Le mandat de la brigade d'intervention en RDC prendra fin dans 1 an. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, la rébellion du M23 qui exige un cessez-le-feu avant de reprendre les pourparlers de paix de Kampala en Ouganda, une exigence formulée par le président politique du mouvement, Bertrand Bisimwa, qui se demande quelles sont les réelles intentions qui se cachent derrière l'avancée sur le terrain des forces armées de la RDC et des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, la rébellion Hutu. Tout autre chose à présent, l'exploitation forestière en Afrique et l'ONG Global Witness qui dénonce les permis de l'ombre. Dans son dernier rapport paru le 30 avril avant-hier, l'ONG environnementale fait un état des lieux sans complaisance de l'échec des mesures mises en place pour lutter contre le trafic illégal du bois dans 4 pays africains, le Cameroun, la RDC, le Ghana et le Libéria. Alors sur le cas de la République démocratique du Congo, justement, on écoute Alexandra Pardal, c'est la responsable des campagnes européennes à Global Witness sur les propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. Nous avons constaté qu'en RDC, des douzaines de permis de coupe artisanale ont été alloués entre 2010 et 2012, principalement à des compagnies industrielles, violant les lois congolaises d'une dizaine de manières différentes. Donc en RDC, les exploitants dits artisanaux, mais qui sont en fait des exploitants industriels, continuent de couper et d'exporter du bois sous ces permis en contravention des lois congolaises. Donc nous appelons aux autorités congolaises de lutter contre cet abus de ces permis artisanaux. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, la rébellion du M23 a un préalable à son retour au pourparlers de paix de Kampala. Selon son président Bertrand Bisimwa, le M23 ne reprendrait ses pourparlers que si et seulement si le gouvernement congolais signait avec la rébellion un accord de cessez-le-feu. J'ai demandé à M. Bisimwa de nous expliquer le pourquoi de ce préalable. Oui, depuis 3 jours, il se développe une situation un peu inquiétante sur les différentes lignes de front. Nous avons des troupes FARDC mélangées aux troupes FDLR qui sont déployées maintenant sur l'axe qui part de Pongo vers Mabenga et sur l'axe qui va de Goma vers Kanyaruchinya. Et ces forces-là n'excluent pas ou ne cachent pas leur intention d'attaquer nos positions. Et cette situation-là nous inquiète énormément. Et nous demandons maintenant que le gouvernement congolais puisse nous envoyer des signaux forts pour nous rassurer que pendant que nous serons en train de négocier à Kampala, il ne va pas lancer des assauts sur nos positions. Vous savez que pendant tout le temps que nous avons passé à Kampala, le gouvernement était en train de manœuvrer une solution militaire. Le résultat est aujourd'hui clair, c'est que dans les manœuvres du gouvernement, avec ces manœuvres du gouvernement, nous avons aujourd'hui la force neutre, la force internationale d'intervention, qui a des intentions d'attaquer nos positions. Donc, nous disons aujourd'hui que le gouvernement doit nous envoyer un signal fort et parmi lesquels nous pensons la signature, dès que nous arrivons à Kampala, d'un accord de cessez-le-feu bilatéral qui pourrait nous donner des garanties de négocier dans des conditions apaisées, dans un climat apaisé. C'est cela que nous demandons aujourd'hui. Bertrand Bisimwa, président du M23 congolais. Par ailleurs, cette fois-ci à Kinshasa,
4 journalistes ont été arrêtés et inculpés mardi pour tentative d'escroquerie du président de l'Assemblée nationale de la RDC. Selon l'ONG congolaise Journalistes en danger, Albert Chibende, Norbert Condé, Pascal Mulunda et Jenny Avedila, respectivement éditeurs des journaux Le Monde, Le Réseau, Le Monitor et Le Futur, ont été interpellés par des agents du parquet conduits par le procureur général de la République. Ils ont été arrêtés, dit-on, à la sortie du bureau du président de l'Assemblée, Aubin Minakou, qui les avait reçus en audience au sujet d'un article le mettant en cause. Moulenga Mwalaba Sam, conseiller principal en charge des questions juridiques d'Aubin Minakou, a déclaré que cette audience avait été obtenue après un passage lundi au cabinet de M. Minakou, à qui ils auraient alors demandé une somme colossale d'argent pour taire l'information. Fin de citation, et indiqué qu'il agissait pour le compte, citation encore, de certains politiciens de la majorité présidentielle. Le secrétaire général de Journalistes en danger a déclaré que les journalistes avaient démenti les accusations et que leur audience visait simplement à compléter leur article. Mais ce n'est pas aussi simple que ça dans l'environnement médiatique congolais, comme l'explique à Nicolas Pinault, M. Chivis Chivouadi. Je pense qu'on ne devrait pas faire tout un événement autour de ce que moi je considère comme un incident malheureux pour 2 raisons. D'abord, parce que jusqu'à présent, la version des faits qu'on a eue, nous n'avons eu de version que celle du président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il a été victime d'une tentative d'escroquerie de la part de ces journalistes. Deuxièmement, je ne souhaite pas qu'on fasse un événement autour de ça parce que en réalité, il s'agit de petits journaux, apparitions tout à fait irrégulières, donc c'est pas des organes de presse dignes de ce nom pour lesquels la profession devait pouvoir se mobiliser. Est-ce que selon vous, les accusations de chantage sont avérées? Il semble que ces messieurs, effectivement, se sont présentés à son cabinet avec des maquettes de journaux prêts à être diffusés et qui faisaient un peu une sorte de chantage. Maintenant, est-ce que certaines sources proches de ces journalistes qui ont été arrêtés disent que ne s'agit pas de ça et qu'ils étaient allés à l'invitation justement du président de l'Assemblée? C'est difficile à ce moment-là de savoir qui dit vrai et qui dit faux. Mais je pense que ce genre de pratiques arrivent quand même, mais c'est des pratiques tout à fait marginales parce que moi-même, en tant que responsable d'organisation, j'ai déjà été confronté à ce genre de situation où j'ai été pris à témoin dans des cas similaires. Donc je dis que c'est une pratique qui est tout à fait marginale. Vous savez que nous avons ici une centaine de titres de journaux, mais nous avons à peine une dizaine qui paraissent régulièrement et des autres, c'est vraiment des journaux de titres tout à fait nébuleux, apparitions tout à fait irrégulières, qui sont tenus par des gens qui ont difficile à prouver leur qualité de journaliste. Donc ça pourrait être effectivement une tentative banale d'escroquerie, mais qui met en cause effectivement des médias et c'est ce qui est à plaindre dans cette affaire. Ce matin, il y a eu une délégation composée de quelques journalistes et des responsables des organisations qui sont allés voir le président de l'Assemblée nationale pour lui demander de bien vouloir ordonner la libération ou retirer sa plainte pour que, effectivement, au niveau de la profession, on puisse effectivement s'occuper de cette question, prendre en charge cette question, gérer cette question pour tirer au clair cette affaire. Chivis Chivouadi, secrétaire général de l'ONG congolaise Journalistes en danger. Comme chaque... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À peine nommée ministre de l'intégration au sein du Conseil d'État, l'Italienne d'origine congolaise Cécile Kyenge Kachetou fait l'objet d'attaques racistes dans le pays. Née en République démocratique du Congo, cet ophtalmologue de 48 ans est arrivé en Italie en 1983 pour des études de médecine. Députée du Parti démocrate, mariée en italien, elle est la première personne d'origine africaine à siéger au gouvernement italien. Pour des précisions sur son parcours, Timothée Donangmai a joint à Rome notre confrère Albert Mianzukuta, journaliste à Radio Vatican. Elle est militante de ce parti de gauche depuis 2004 et au sein de ce parti, elle faisait aussi partie de la commission du bien-être social
et qui avait comme tâche, entre autres, celle justement de réfléchir aux questions posées par l'immigration et surtout à la question cruciale ici en Italie qui fait soulever tous les barreaux d'honneur, celle de l'octroi de la nationalité donc aux enfants d'immigrés. Elle était très empreinte dans ce débat et voilà, donc c'est tout naturellement que le responsable actuel du Parti démocratique, PD, et donc qui était Monsieur Pierluigi Bersani, l'a désigné comme étant donc une représentante, digne de figurer dans le gouvernement italien au titre de la première personnalité noire, il faut le signaler, à figurer jamais dans un gouvernement formé ici en Italie. Alors, à peine nommée, elle ferait déjà l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux, qu'en est-il? Pas seulement sur les réseaux sociaux, elle est vraiment alors là la cible d'attaques très virulentes venues pour la plupart d'un parti xénophobe, la Ligue du Nord, mouvement fondé par Umberto Bossi, et ce mouvement est un mouvement qui a ouvertement milité contre l'intégration, contre la présence des immigrés, contre la diversité culturelle et raciale ici en Italie. Alors, une des raisons qui explique l'acharnement, ce n'est pas seulement cette ligne, j'allais dire, idéologique de lutte contre l'immigration, c'est aussi que Cécile Kyenge Kachetu est, depuis 2004, depuis son entrée au Parti démocratique, connue pour lutter fermement pour la réforme d'une loi qui actuellement est celle qui est en vigueur en matière d'immigration. Cette loi-là, ça s'appelle loi Fini-Bossi, Bossi du nom du fondateur précisément de la Ligue du Nord, de ce mouvement xénophobe dont je vous parlais. C'est une loi qui pose des conditions très drastiques aux fils d'immigrés ici en Italie pour qu'ils accèdent à la nationalité, alors que de son côté, Cécile Kyenge Kachetu et avec elle, le tout premier député noir aussi à l'Assemblée italienne, qui est lui aussi originaire d'ailleurs du Congo, mais du Congo-Brazzaville. Ces deux personnalités noires du paysage politique italien ont fermement soutenu l'idée que, au lieu du droit du sang qui prévaut aujourd'hui pour l'octroi de la nationalité, il faut que l'Italie s'aligne un peu sur les standards de la plupart des nations, modernes, qui veulent plutôt que l'octroi de la nationalité parte du droit du sol. C'est-à-dire, qui est né sur un territoire, eh bien, on devient ipso facto citoyen, puisque pour ces enfants-là, eh bien, ils n'ont plus aujourd'hui qu'une attache, je dirais même presque cosmétique avec le pays d'origine de leurs parents. C'était Albert Mianzukuta, journaliste à Radio Vatican. Il nous parlait donc de Rome. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo. Selon les Nations Unies, le nombre de combattants de différents groupes armés qui se rendent aux autorités congolaises ou à la mission de l'ONU dans le pays a augmenté depuis l'annonce de la création de la brigade d'intervention. Et alors que l'ONU donc annonce que la majorité des troupes de cette brigade chargées de neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC seront déployées d'ici la fin du mois de mai, la société civile exprime son inquiétude. Les rebelles du M23 affirment être en alerte. La vice-présidente de la société civile du Nord Kivu, Justine Massika, estime que la brigade est porteuse d'espoir pour la région, mais elle appelle à la protection des civils et à une bonne réinsertion des rebelles qui se rendent. Nous croyons que c'est vraiment les salut. Mais cependant, nous avons quelques inquiétudes. Je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de représailles, puisqu'on ne sait pas. Ces différents groupes armés, nous vivons avec eux. Lorsqu'ils vont voir que les gens sont contents pour l'arrivée de la brigade, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à la population. Donc, là, nous avons vraiment beaucoup d'inquiétudes et de questionnements par rapport à cette brigade. Parce que comment faire aussi pour reconnaître les éléments des groupes armés s'ils vivent avec vous et qui sont pas en train d'attaquer? Il y a des éléments qui pourront rester. Mais ce qui est vrai est que dans la population, on les connaît. Et comme la population les connaît, lorsque vous parlez des représailles, c'est là où la protection de cette population qui connaît très bien les seigneurs de guerre. Comment cette population devra-t-il coopérer avec la brigade et quelle protection aura cette population par rapport au travail qu'elle est en train de faire avec la brigade? La vice-présidente de la société civile du Nord Kivu, Justine Massika, au micro de Maud Julien. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Mary Robinson, a fait escale jeudi en Ouganda pour des entretiens avec le président Yoweri Museveni et des responsables de son gouvernement, ainsi qu'avec des représentants des organisations de la société civile. Cette escale entrait dans le cadre de sa tournée régionale à l'appui de la mise en œuvre d'un accord de paix signé par 11 pays de la région pour mettre fin aux conflits et aux souffrances dans l'est de la RDC. Si la brigade d'intervention déployée au sein de la MONUSCO aura un rôle à jouer dans la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, Mme Robinson a rappelé que son rôle n'est pas de trouver une solution au conflit, mais plutôt de favoriser les efforts des parties concernées. Entre-temps, en RDC, la rébellion du M23 a fixé un préalable à son retour au pourparlers de paix de Kampala. Selon son leader Bertrand Bisimwa, le M23 ne reviendra à la table des négociations que si le gouvernement congolais signait avec la rébellion un accord de cessez-le-feu. On écoute Monsieur Bisimwa. Depuis 3 jours, il se développe une situation un peu inquiétante sur les différentes lignes de front. Nous avons des troupes FARDC mélangées aux troupes FDLR qui sont déployées maintenant sur l'axe qui part de Pongo vers Mabenga et sur l'axe qui va de Goma vers Kanyaruchinya. Et ces forces-là ne cachent pas leur intention d'attaquer nos positions. Et cette situation-là nous inquiète énormément. Nous demandons maintenant que le gouvernement congolais puisse nous envoyer des signaux forts pour nous rassurer que pendant que nous serons en train de négocier à Kampala, il ne va pas lancer des assauts sur nos positions. Bertrand Bisimwa, leader du M23 congolais. Par ailleurs, l'ONG Médecins sans frontières signalait jeudi d'importants mouvements de population dans le Nord Kivu, près de la ville de Pinga, suite à une nouvelle série de combats. La situation des civils est critique, a averti Jan-Piet Stelema, responsable des opérations pour MSF à Goma. Toujours concernant la RDC, un projet du Fonds mondial pour la nature a été sélectionné parmi les finalistes de l'édition 2013 des prix Ashton. Ces prix d'une renommée mondiale récompensent chaque année l'excellence dans le domaine de l'énergie renouvelable. En ce qui concerne le projet parrainé par le Fonds mondial pour la nature, il s'agit de petites entreprises locales de Goma qui fabriquent des foyers améliorés pour réduire la demande en bois énergie. Ces fours particulièrement économes n'utilisent que la moitié de la quantité de charbon de bois nécessaire au fonctionnement des fours traditionnels. Ce qui, espère-t-on, va mitiger la déforestation rapide dans le parc national des Virunga dont l'écosystème fragile est menacé. On écoute Consolé Kavira, chef de projet pour le Fonds mondial pour la nature en RDC. Les foyers améliorés réduisent de moitié la consommation de charbon de bois et de bois de chauffe dans les ménages. Et cette réduction, c'est par rapport aux foyers traditionnels, le modèle foyer malgache, qu'on a comparé avec le foyer amélioré pour trouver la performance des nouveaux foyers améliorés. Est-ce que la population a bien réagi vis-à-vis de ces nouveaux fours améliorés? Oui, la population réagit bien du fait que cette population économise en réduisant leurs dépenses liées à l'achat de charbon de bois, qui seul, selon une étude, les dépenses liées à l'achat de charbon de bois représente 10 à 20% du budget mensuel. Je peux illustrer ça concrètement par des exemples. Un ménage qui utilise 2 sacs de charbon par mois, quand ce ménage utilise le foyer amélioré, il consomme un seul sac. Si nous pouvons appuyer ça par des études déjà faites, à 2008, il y avait 7% des ménages qui utilisaient le foyer amélioré, soit une personne sur 10. Mais en décembre 2011, il y a 59% des ménages qui utilisent un foyer amélioré, 6 personnes sur 10. Est-ce que vous pensez éventuellement étendre la vente de ces foyers améliorés à d'autres régions? Effectivement, nous pensons étendre la vente à d'autres régions, précisément dans la ville de Beni, dans la ville de Butembo et dans la province orientale. Parce qu'actuellement, ce qui se fait, à part l'approvisionnement de la ville de Goma, il y a une grande quantité qui va vers la ville de Bukavu,
et vers la province de Maniema. Parmi les 45 000 foyers qu'on a déjà produits, 25 000 sont utilisés ici dans la ville de Goma. Le 20 000 autres sont acheminés à Bukavu et dans la province de Maniema. Pour l'étendre de notre programme, nous voulons atteindre les villes de Beni, Butembo et la province orientale. Madame Consolé Kavira du Fonds mondial pour la nature qui était jointe à Goma dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La rébellion du mouvement du 23 mars, active dans l'est de la République démocratique du Congo, exige la signature immédiate d'un cessez-le-feu avec le gouvernement congolais avant de reprendre les pourparlers de paix à Kampala. Le M23 accuse les forces armées de la RDC d'avancer sur 2 axes et estime que ce cessez-le-feu aidera à éviter toute escalade militaire. Bertrand Bissimois, président de l'aile politique du M23, est notre invité au micro de Claude Folly. Le climat actuel sur les lignes de front et autour de nos positions, du côté de Mabenga et de la localité de Kanyaruchinya, ne nous permettent pas de négocier dans un climat apaisé. C'est ainsi que nous exigeons qu'avant que nous entrions à Kampala, que le gouvernement de Kinshasa nous donne des garanties que dès que nous arriverons dans la capitale ougandaise, nous allons commencer par signer un cessez-le-feu bilatéral avant d'entamer d'autres questions qui concernent le projet d'accord que la facilitation est en train de préparer. Est-ce que vos positions actuelles, notamment cette demande de cessez-le-feu, ne sont pas aussi motivées par le prochain déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU, des Nations Unies, qui aura pour mission de combattre les groupes armés de l'Est du Congo? Non, écoutez, lorsque on vous demande d'aller négocier dans un climat qui n'est pas apaisé, je ne sais pas comment vous pouvez négocier. Et il est de notre droit de demander qu'il y ait un accord de cessez-le-feu avant le débat sur le fond. Nous pensons que le gouvernement de Kinshasa pourrait, par là, démontrer qu'il est pour la paix. Nous ne voulons pas négocier tout en nous battant. Nous ne sommes pas des partisans de la guerre. Nous sommes des partisans de la paix et nous pensons que les Nations Unies, elles aussi, sont inscrits dans la logique de la paix parce que la finalité, c'est justement la paix. Dès lors qu'il y aura cessation des hostilités sur le terrain, dès lors qu'il y aura la garantie que ces hostilités ne vont pas reprendre pendant que nous serons en train de négocier, dès lors que nous serons en train de discuter sur un accord de paix qui est en train d'être mis en forme par la médiation, et je pense que nous serons sur la bonne voie de ramener la paix et que donc il faut donner la chance à ce processus de paix-là pour qu'il puisse réussir. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne sommes pas des partisans de la guerre, nous ne sommes pas des anti-guerre. Les discussions avec Kinshasa se sont ouvertes depuis décembre dernier à Kampala, capitale de l'Ouganda. Où en sont ces discussions? Quels sont les points d'achoppement? D'abord, nous regrettons que ces discussions de Kampala, que nous considérions comme le seul moyen de ramener la paix dans notre pays, aient servi au gouvernement de Kinshasa de préparer et de consolider son option militaire. Mais il faut dire que nous étions au niveau d'examiner la synthèse des projets d'accord que nous avons déposés, nous et le gouvernement, à la médiation. Et que donc nous attendions que la médiation nous présente la synthèse qui pourrait servir de document de travail pour un projet d'accord à citer. Monsieur Bissimois, des organisations de la société civile dénoncent le fait que le M23 nomme des administrateurs dans certaines zones du Nord Kivu. Écoutez, nous sommes dans Ruchon, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo que nous administrons. La société civile ne peut pas nous demander de laisser le gouvernement administrer ces espaces. Nous sommes responsables, nous avons la responsabilité donc de la sécurité sur cet espace-là, et parce que tout ce qui se fait sur cet espace, c'est nous qui en sommes les répondants, et donc nous avons le droit et l'obligation d'ailleurs de pouvoir prendre nos responsabilités et les assumer. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé des responsables à ces différents niveaux et pour encadrer la population et la sécuriser. La société civile estime que ces genres de nominations vont contribuer à balkaniser la région ou le pays. La balkanisation elle-même n'est pas une menace. Ce qui est une menace, c'est l'incapacité du gouvernement congolais à résoudre les problèmes des sociétés qui se posent. Parce que c'est ce qui est à la base de la mort des citoyens congolais. C'est ce qui est à la base
des viols des femmes, des viols massifs des femmes. C'est cela la vraie menace, c'est pas la balkanisation. La balkanisation ne sert que de prétexte au gouvernement congolais pour couvrir son incompétence, son incapacité à résoudre les problèmes des sociétés. Est-ce que, en cas d'accord au niveau de Kampala, vous êtes prêt à vous retirer de ces zones, à céder l'administration de ces zones à Kinshasa? Et nous pensons, nous avons proposé dans notre accord de paix un mécanisme pour résoudre le problème qui se pose à l'est du pays. Et nous pensons que dès lors que nous nous mettrons d'accord sur ce mécanisme, il ne sera plus justifié que nous continuons seuls à administrer des espaces. Nous sommes prêts à co-gérer cet espace avec le gouvernement congolais et si jamais nous nous mettons d'accord à Kampala. Bertrand Bisimwa, président de l'aile politique du mouvement du 23 mars en RDC. Et on